Bienvenue dans cette masterclass où on va découvrir les dernières innovations textiles à travers mon retour sur Première Vision. Comme je te l'ai expliqué par mail, à l'origine cette masterclass était faite en direct, mais j'ai eu un problème de captation de l'image, donc il n'y avait que ma voix et pas l'image. Donc je suis obligée de la retourner pour que tu puisses avoir le replay, mais du coup c'est un peu un faux replay. J'espère que tu ne m'en voudras pas, il y aura autant d'infos que dans le live, pas de souci pour ça. Donc, avant de commencer, je voulais me présenter. Du coup, je m'appelle Louise Kessard, je suis styliste diplômée de l'école de la Martinière d'Hydro à Lyon depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai d'abord commencé dans l'industrie comme salariée chez Cyrillus puis chez Kenzo. C'est là où j'ai vraiment découvert les rouages de l'industrie, comment ça fonctionnait, la rentabilité, les rétro-planning, tout ça. Et puis aussi l'exigence de faire des produits de qualité parce que j'étais quand même sur des marques très haut de gamme. Et puis au bout de quelques années, j'en ai eu marre de ne plus être alignée avec mes valeurs éco-responsables, de faire fabriquer à l'autre bout du monde, tout ça. Et du coup, je me suis mis à aider de jeunes marques éco-responsables à se lancer, de jeunes marques en parallèle de mon travail. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que styliste freelance. Et donc aujourd'hui, je suis toujours styliste freelance avec un peu deux pôles. Donc mon travail de styliste, mais aussi un côté plus formation pour les marques de mode en création, mais aussi les marques de mode en expansion. Et typiquement, cette présentation, elle s'adresse à la fois aux jeunes marques qui découvrent typiquement qu'est-ce que c'est Première Vision, mais aussi aux marques déjà existantes qui ont besoin de se tenir au courant des dernières avancées en termes d'innovation textile. Donc, on va reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est Première Vision ? Première Vision, c'est un salon qui se déroule 2 fois par an. Donc il y a un salon automne-hiver, un salon printemps-été, parce que c'est comme ça que la mode fonctionne encore pour beaucoup de grosses marques, même si c'est en train de changer avec les marques du style Cézanne et compagnie. Mais ce salon, il a pour objectif de réunir des professionnels du textile, donc des fournisseurs tissus, des fournisseurs d'accessoires et des confectionneurs, voilà, pour que les marques, elles viennent chercher leurs fournisseurs et sourcer leurs tissus notamment. Au sein de ce salon, il y a aussi ce qu'on appelle les pôles tendances qui vont montrer justement les dernières innovations en termes de textile et aussi un peu les coloris phares de la saison. Première Vision, voire même un book coloris. Durant l'année, ils ont aussi un peu des sous-salons plus thématiques, comme le salon Première Vision Made in France, qui est, comme son nom l'indique, que des fournisseurs français. Et on a aussi, il y a un salon qui s'appelle Blossom, qui est un peu plus haut de gamme. Il me semble qu'ils ont aussi un salon sur le denim. Voilà, ils font un peu des choses comme ça durant l'année. Mais en tout cas, moi, c'est un salon un peu incontournable, j'y vais quasiment à chaque fois, au moins une fois par an et en général c'est plus 2 parce que ça me permet de me tenir au courant des dernières tendances en termes de textile, voilà, est-ce qu'il y a des nouveautés surtout en termes d'éco-responsabilité, mais aussi un peu les coloris phares de la saison et du coup de l'appliquer à mes clients. Donc j'aimerais bien savoir, quand vous verrez ce live, si vous avez envie de commenter sous la vidéo YouTube, qui c'est qui est déjà allé à ce fameux salon Première Vision et comment vous vous êtes senti. Quand j'ai posé la question lors du vrai live, on m'a dit tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a tout de suite répondu en me disant j'y suis déjà allée, mais au final ça m'a un peu servi à rien parce que les fournisseurs m'ont pas pris au sérieux. Et quand on est une jeune marque, effectivement c'est quelque chose qui peut arriver parce que justement vous n'avez pas les codes du milieu. Première Vision, c'est vraiment un salon qui se prépare. Vous devez arriver en ayant déjà un cahier des charges précis sur qu'est-ce que vous cherchez. Donc typiquement, quel type de tissu vous cherchez, dans quelle matière, avec quel label, quel grammage, pour tel type de produit. Et en ayant ce cahier des charges précis, là, vous pourrez être pris au sérieux des fournisseurs. C'est pareil aussi, il faut venir avec les cartes de visite parce qu'on ne va pas repartir avec les échantillons de tissu. On va se les faire envoyer. Donc, il faut donner une carte de visite pour qu'ils aient une adresse. Et encore mieux, qu'il y ait le siret de votre entreprise. Ça les rassure, ça montre que vous êtes une marque sérieuse qui a commencé, même si vous êtes au début du projet, qui est avancée sur le projet parce qu'ils ont beaucoup de gens qui les contactent, qui leur commandent des tas d'échantillons de tissu et puis au final qui reviennent jamais les voir et pour eux c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Donc montrez-vous sérieux. Voilà, c'était le petit conseil que j'ai pu donner à la personne qui me posait cette question. Donc on va attaquer par les couleurs. Je vais vous présenter 3 moodboards. 3 moodboards qui reflètent un peu les 3 types de palettes que j'ai pu retrouver. C'est moi qui les ai interprétées, donc ça vient vraiment de moi.
vous verrez que c'est 3 styles très différents, comme ça peut être interprété par 3 styles de marque différents. Le premier, ça s'appelle du bleu ciel au lilas, où là l'idée c'était vraiment une marque très bohème, très champêtre, un peu toute la tendance qu'on appelle cottagecore, où on va s'inspirer un peu d'un idéal de campagne et quelque chose de très bucolique. Donc pour ça, on sera dans des teintes, comme je disais, qui vont un peu du bleu ciel très clair à des teintes plus lilas, violacées, qui rappellent les bouquets de fleurs qu'on peut faire. Et du coup, ça pourra donner lieu potentiellement à des imprimés un peu floraux. Il y a même cette espèce de bleu un peu pétrole. Bien sûr, des petits détails de broderie anglaise, des choses comme ça. On est sur quelque chose, comme je disais, de très champêtre. Ensuite, le deuxième thème, ça s'appelle des tons d'été acidulés. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus vif. Je le verrais bien, par exemple, appliqué à la marque Make My Lemonade. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, c'est une marque très vitaminée. Et contrairement à la précédente, où je pense qu'on était plus sur une marque enfant, même si ça pourrait se voir sur des marques un peu bohèmes, du type Cézanne. Là, sur ce deuxième thématique, on voit bien du prêt-à-porter féminin. Ça pourrait marcher sur de l'enfant aussi, mais il y a un côté prêt-à-porter féminin. Et l'idée, du coup, ce serait de jouer avec ces tons citron très acidulés et de les couper avec un bleu ciel, le bleu du ciel justement, peut-être avec un petit motif un peu Vichy. Et si le concept est un peu trop fort pour vous, vous pouvez venir couper avec du marron, du orange, c'est pour ça que je les ai mis dans la gamme, voire même ça pourrait être un thème un peu demi-saison, plus de l'automne finalement presque. On viendrait mettre plus de marron, plus d'orangé pour redescendre le thème, et le jaune on le retrouverait que en touche, par exemple dans un motif, voilà, s'il y avait le petit Vichy que vous voyez en haut à droite, juste une petite touche de jaune comme ça. Voilà pour ce concept très coloré. Et après la dernière palette couleur, là on est vraiment sur une marque qui serait très très moderne, sur un style plus minimaliste. Je le voyais bien peut-être sur une marque de maillot de bain ou une marque qui proposait des blazers pour femmes, un ensemble. Et on est presque sur des couleurs un peu néon comme ça, très tranchées, du violet, du rose. Et je voyais bien des t-shirts comme ça avec des inspirations un peu à la Matisse, avec des choses un peu découpées. Voilà, après si on veut redescendre le thème, on peut mettre moins de violet et plus du vert sapin pour que ce soit un peu plus soft et avoir juste en touche ces petites touches de couleur. Et dans ce cas-là, on pourrait presque rebasculer sur une thématique un peu plus bohème, où la touche de rose, la touche de violet, elle serait qu'en broderie par exemple, sur une broderie un peu florale. Là on changerait carrément de thème. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ces gammes couleurs, elles sont vraiment à interpréter, et que suivant les images qu'on va mettre à côté, ça va pas donner du tout la même chose et pas le même ressenti. Donc c'est vraiment le job justement de la styliste, d'interpréter vos marques et de prendre un peu les coloris de la saison et les coloris de la marque pour les réinterpréter. Pareil, là par exemple, je pourrais supprimer le rose et le vert néon et rajouter du marine, et là tout de suite on serait dans une gamme beaucoup moins moderne, et pour autant on serait quand même dans les coloris de saison, mais on pourrait l'interpréter sur un autre type de marque. Donc tout de suite, avec quelques couleurs, quelques changements, on peut venir décaler les coloris. Ensuite, j'ai fait aussi des repérages côté matière, donc bien sûr plutôt côté matière éco-responsable, puisque moi c'est un peu mon dada. Donc la première chose que j'ai repérée, c'est des polaires en fibre naturelle. Alors, vous devez savoir ce que c'est une polaire. Dans la plupart des cas, c'est fait à partir d'une base synthétique, donc souvent du polyester, que l'on va venir gratter pour apporter ce côté tout doux. Bien sûr, ça a l'avantage d'être chaud et que ça sèche rapidement tout en étant quand même assez léger. Donc c'est très utilisé dans le milieu un peu du sport, et puis le côté un peu homeware, les choses comme ça. Ou bien dans les doublures de manteau aussi. Mais niveau écologique, c'est pas terrible, puisque le polyester, c'est du plastique, et que en plus, vu que là c'est un produit qui est gratté, les petites particules de plastique au moment du lavage, il y a des micro-particules de plastique qui vont s'enlever et qui vont partir du coup dans nos eaux usées, et qui vont finir dans les océans. D'autant plus, comme je disais, que c'est gratté, donc du coup la fibre est plus fragilisée, donc il y a beaucoup plus de micro-fibres de plastique qui va partir que sur un tissu plus classique. Jusqu'à présent, il y avait des alternatives à base de polyester recyclé, mais on avait toujours cette problématique
des microparticules de plastique qui partaient au moment du lavage. Mais cette année, j'ai vu arriver une nouvelle génération de polaires faite à base de coton ou de laine. Donc bien sûr, ça, vu que c'est une nouveauté, ça reste quand même assez cher. Mais au niveau du rendu, on est vraiment sur quelque chose de bluffant. On ne se doute pas du tout que c'est du coton, c'est très doux. Ça a vraiment un toucher polaire. Et certainement aussi que ça doit avoir moins d'odeur, parce que le problème aussi des polaires, c'est que souvent on pue un peu au niveau de la transpiration, alors que là du coup ça doit être beaucoup plus régulateur. Mais par contre je sais pas au niveau thermique, à mon avis peut-être du polyester c'est un peu plus chauffant que du coton. Après la laine pour le coup par contre ça chauffe très bien. Donc à voir, c'est des choses à tester. Après, deuxième repérage, ce sont les fausses fourrures naturelles. On est un peu sur le même principe que la polaire. Les fausses fourrures, donc elles sont fabriquées en insérant des fibres longues dans une base tricotée ou tissée. C'est-à-dire qu'on va d'abord tricoter le truc, dedans il y aura des petits fils et on va venir les couper et ça fera, du coup, ça imitera comme ça ce côté fourrure animale. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais par contre parce que ça permet du coup d'éviter tout ce qui est bien-être animal jusqu'à présent, voilà, c'est pour ça qu'on a souvent recours à la fausse fourrure synthétique, mais par contre encore une fois ça pose des problèmes environnementaux puisque encore une fois c'est des ressources fossiles, du plastique, et que pareil au moment du lavage ça relargue les particules plastiques, et encore plus pour ce type de produit parce que du coup ça fait vraiment des petits poils partent carrément dans nos eaux usées. Mais aujourd'hui, on voit arriver encore une fois des nouvelles fourrures à base de fibres végétales comme du coton, du lin et du chanvre, et aussi des laines. Bon là pour le coup on est plus sur de l'animal que du végétal. Mais vraiment encore une fois, l'effet est bluffant. Là vous voyez sur le côté une espèce de côté un peu laineux, et en réalité en fait c'était du lin, donc et ça donne quand même cet effet laineux comme je dis, alors que ça n'en est pas, donc le résultat est assez bluffant. Autre chose que j'ai vu arriver, c'est tout ce qui est alternative autour de l'élastane. Alors l'élastane, c'est vraiment ce qu'on va utiliser dans tous les produits où on veut plus d'élasticité. Souvent on vient y ajouter un petit pourcentage d'élastane, voilà, pour rajouter de l'élasticité au tissu. C'est très utilisé dans le milieu du sport ou du homeware parce que c'est là où on a besoin d'élasticité. Mais le problème, c'est fait encore une fois à base de plastique et du coup c'est pas très éco-responsable. Et en plus de ça, quand on est sur des grosses quantités, quand il y a un gros pourcentage, ça empêche la recyclabilité. En général, c'est préconisé de ne pas aller au-dessus des 2%. Et typiquement, moi qui travaille avec des clients qui font du sport, on a du mal à aller à rester à cette barre des 2%. Souvent il y a plus d'élastane parce que typiquement quand on a sur un legging qui est quelque chose de très moulant, etc., on a besoin que ce soit très très élastique. Donc juste à présent, moi ce que je conseillais à mes clients, c'était plutôt de partir sur de l'élastane des fois recyclé, mais c'est difficile à trouver et c'est pas toujours de très bonne qualité parce que c'est un peu moins résistant. Et aussi de préconiser une structure qui va être naturellement élastique. Donc typiquement le jersey, c'est finalement des boucles un peu qui s'entremêlent et ça fait que naturellement il y a un effet élastique puisque les fils ils ont plus de souplesse pour bouger. Mais pour certains produits comme par exemple un legging, c'est pas assez élastique et c'est là où on a besoin de mettre l'élastane. Mais heureusement aujourd'hui on a trouvé des nouvelles alternatives. C'est vraiment au tout début. Par exemple, j'ai pu découvrir ce qu'ils appellent le Sorona, qui est un matériau qui est naturellement élastique. Il y avait aussi le Créora, qui avait une partie qui était faite à base d'amidon de maïs. Et on avait le Roika V550, qui a un nom un peu très marketing, qui lui était un matériau biodégradable. Donc on en est encore au tout début, mais par exemple Asphalt, dans son nouveau jean, utilise, je pense, parce qu'ils ne disent pas le nom exact, mais je pense que c'est du Roika, mais ils disent bien que voilà, c'est de l'élastane qui serait a priori biodégradable. Enfin, je dis leur jean, non, ça doit être plutôt leur t-shirt. Mais voilà, il y a un de leurs produits où ils l'utilisent. Ensuite, autre repérage que j'ai pu faire, c'est tout ce qui est cuir éco-responsable.
Donc la filaire cuir, c'est pas nouveau, ça fait un moment qu'elle se met à jour et que petit à petit ils vont vers quelque chose de plus vertueux. Mais là j'ai pu noter qu'il y a vraiment une grosse amélioration côté traçabilité des cuirs d'origine animale. Puisque maintenant on propose il y a deux sociétés qui le proposent, Covico et Spoor, qui proposent le marquage laser. En fait, la peau va être marquée au laser et du coup ça va vraiment permettre de voir tout son parcours et de vérifier que l'animal il a une bonne vie entre guillemets, qu'il n'est pas maltraité, voilà, de vérifier vraiment la traçabilité du produit et qu'il n'y ait pas des mensonges de ce côté-là. Autre chose que j'ai pu voir, c'était pas la première fois, j'avais déjà vu avant du cuir du coup de poisson, mais j'en avais jamais vu d'aussi belle qualité avec des couleurs aussi belles. Jusqu'à présent, je trouvais que c'était pas assez convaincant. Et là, j'ai vu arriver une marque qui s'appelle Lictios et du coup qui a un cuir fabriqué voilà, à partir d'écailles de poisson. Et là, vous pouvez voir deux exemples sur le côté et je trouve que c'est vraiment bluffant. Enfin, je vois trop des petits sacs en accessoires, ça rendrait vraiment très très bien, c'est très beau. Et ça permet d'utiliser des déchets de l'agroalimentaire, donc c'est plutôt intéressant. Pareil, là, donc, quand je vous expliquais la traçabilité, l'objectif aussi c'est de vérifier que ce n'est pas des élevages qui ont juste pour but d'utiliser la peau des animaux, mais que ce sont bien des élevages issus de l'agroalimentaire et que voilà, on récupère un peu finalement des résidus de l'agroalimentaire. Dernier point, c'est tout ce qui est cuir à base de banane. Donc ça, pareil, j'ai vu quelque chose d'assez innovant chez Vexskin où ils proposaient un cuir à base de banane et franchement le rendu était assez bluffant également. C'est en plus une marque française qui se situe dans le nord. Autre petit repérage que j'ai pu faire, c'est tout ce qui est teinture plus responsable avec un nouveau procédé que je ne connaissais pas du tout. Jusqu'à présent, les teintures, on utilise beaucoup de produits chimiques qui sont pas très bons pour la nature, ou bien on va chercher des colorants naturels et là on épuise des ressources. Ce qui n'est pas forcément bien. Et quand on veut faire de la teinture plus à échelle naturelle, et bien tout de suite au niveau industriel, ça passe pas forcément. Donc voilà, pour l'instant, les alternatives ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais là, il y a une marque qui s'appelle Colorifix qui vient de lancer une technologie qui est très innovante puisque leur objectif, c'est d'imiter le processus naturel de coloration en reproduisant la séquence ADN des pigments présents dans la nature. Donc par exemple, on va dire qu'on aime bien le vert, ou le rose d'une pétale de rose, et ben ils vont aller chercher la séquence ADN qui fait que la pétale elle est de couleur rose et ils vont l'injecter dans un micro-organisme et ce micro-organisme, il va créer du pigment de manière similaire que la façon dont ça a été fait naturellement. Et du coup, ça a deux avantages niveau écologique, c'est que ça stoppe l'utilisation des produits chimiques agressifs, voilà, de tous les colorants qu'on utilise massivement actuellement et ça permet de l'autre de ne pas non plus épuiser les ressources naturelles en allant puiser beaucoup trop par exemple de rose, voilà, d'avoir besoin d'aller puiser 50 kg de rose juste pour avoir le coloris. Je vous dis de la rose mais c'était un exemple que j'ai pris au hasard. Parce que ça peut être autant des organismes naturels comme des plantes, des insectes, des microbes, tout ça quoi. C'est assez varié. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est repérage fournisseur. Donc on continue dans la couleur. Un fournisseur que j'ai pu repérer, c'est un fournisseur qui s'appelle France Teinture et qui propose de faire de la teinture végétale à un niveau industriel. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était assez difficile à mettre en place puisque la teinture avait tendance à ternir au fil du temps, notamment quand elle était exposée à de la lumière sous des LED dans des magasins où ça a tendance à chauffer et la couleur avait tendance à partir, donc il y avait une mauvaise fixation de la couleur. Mais là, ils se sont vraiment maintenant améliorés. C'est pas les seuls à faire de la teinture végétale à un niveau industriel. Mais là, du coup, j'ai pu voir des exemples. Et la résistante est vraiment frappante. Enfin, ils m'ont montré des exemples. C'était parfait. Et même au niveau des couleurs, on est sur des très belles couleurs, assez vives. C'était voilà, assez convaincant. Donc, il y a vraiment une montée en gamme sur cette technique. Ensuite, je suis allée chez Lemaitre de Mestéré, donc qui est une coopérative qui produit avec des agriculteurs qui produisent uniquement du lin. Et une fois qu'on récupère ce lin, Lemaitre de Mestéré tisse et en fait des tissus. Sachant que du coup c'est que de l'agriculture
biologique, il me semble, ou modéré, à voir. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté d'utiliser très peu de pesticides, de choses comme ça, et de payer directement aussi, c'est pour ça que c'est une coopérative, de payer directement les agriculteurs à leur juste valeur, et du coup de créer des produits de très haute qualité. Donc ça, je les connaissais déjà, mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils proposent maintenant un nouveau service qui s'appelle Lin de France, où ils proposent des toutes petites quantités, puisque c'est leur fin de stock, c'est du dead stock. Donc ça peut être intéressant pour vous, en tant que, si vous êtes jeune créateur ou une marque encore en développement, d'aller voir ce site si vous utilisez du lin. Vous tapez Lin de France sur internet et vous verrez un peu ce qu'ils ont en stock. Et on peut l'acheter vraiment, quand je dis petite quantité, ça peut aller même de 1 ou 2 mètres jusqu'à 50 mètres. Mais voilà, donc ça peut être intéressant. Ou si vous faites des drops, par exemple. Autre repérage, encore si on parle de dead stock, c'est que lors du salon Première Vision, il y a eu l'arrivée justement d'un corner dead stock, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc les dead stock, c'est typiquement comme quand un fournisseur il va faire fabriquer 1000 mètres pour une grosse marque, et puis que finalement la marque elle va lui commander que 900 mètres. Donc il va lui rester 100 mètres sur les bras d'un coloris qu'il peut pas vraiment mettre sur une gamme basique. Et du coup, au fil des années, ils se retrouvent comme ça avec des rouleaux où ils ont des petites quantités, c'est des coloris un peu particuliers. Il y a aussi tout ce qui est rouleau des fois avec des défauts. Et donc c'est des dead stocks, c'est des stocks morts quoi, qui ne servent plus à rien. Et là l'idée c'est que Première Vision a fait un peu le tour de tous les fournisseurs Première Vision et leur a demandé bah, c'est quoi votre dead stock, et ils ont fait un petit corner comme ça où on pouvait voir les dead stocks des différents fournisseurs. Et dernier repérage de fournisseur, c'est un confectionneur et fabricant de tissus qui s'appelle Somani, donc qui est portugais et qui est spécialisé dans le homeware et l'enfant. Vous pouvez le voir sur la photo. Ils font plein de petits accessoires, mais ils font aussi, bon là on ne voit pas trop, mais ils font aussi des vêtements, mais dans un côté plutôt homeware, un peu douillet. Et l'avantage, c'est que suivant les matières que vous utilisez, ils peuvent vraiment faire l'entièreté de la production, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes tout ce qui est chaîne et trame, et notamment beaucoup de double gaz. Donc là, vous avez un exemple en photo, par exemple, la couette, là, elle est en double gaz. Ben, ça, c'est un tissu à eux. Après, bien sûr, vous pouvez venir apporter des tissus à vous, mais si vous voulez tout ce qui est un peu double gaz et plutôt du chaîne et trame, vous pourrez aller chez eux. Et puis ensuite, ils font bien sûr la partie confection. Ils ont certains commerciaux qui parlent français, donc ça peut être intéressant pour vous. Ils ont un bureau d'études en interne qui peut vous faire les patronages. Donc voilà, c'est plutôt assez intéressant. Et ils ont aussi pas mal de labels écologiques, enfin, et je sais pas comment dire, et éco-responsable, voilà, je trouvais plus le mot. Donc là, je regarde mon petit papier, mais par exemple, ils ont le label pour tout ce qui est recyclé, le Global Recycled Standard, GRS, on appelle ça. Ils ont du GOTS, ils ont de l'Ecotex, donc voilà, ils ont l'European Flex, donc ça c'est pour tout ce qui est lin. Donc ils ont pas mal de petits labels comme ça qui sont très intéressants. Donc je vous les conseille, et puis ils étaient vraiment très sympas et avec des quantités raisonnables pour les jeunes marques. Donc maintenant que cette petite présentation est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous aussi par exemple vous avez repéré des choses sur Première Vision, des tendances, des nouveaux fournisseurs qui vous ont intéressé, je serais curieuse d'avoir vos retours, et je vous remercie du coup d'avoir suivi cette masterclass. N'hésitez pas aussi à venir échanger avec moi sur vos réseaux sociaux, enfin sur Instagram ou sur LinkedIn, je serais ravie d'échanger, et puis on se dit à bientôt.